Bien, on va poursuivre et conclure avant le déjeuner pour nous intéresser davantage à ceux qui vivent et travaillent dans le bassin versant. Alors, quelques éléments qu'on a tous évidemment plus ou moins en tête, mais qu'il n'est pas inutile de rappeler. Il est évidemment pas commun d'analyser l'organisation spatiale d'un bassin versant à travers le prisme de la géographie humaine, précisément puisque le bassin versant, c'est un territoire de l'eau et c'est le territoire des hydrologues. Donc on a monté un attelage qui peut paraître exotique, mais qui est fondamental, puisque précisément l'objectif de départ, c'est de concilier les questions d'eau, de climat et de territoire. Ensuite, un élément qui sous-tend un peu nos présentations respectives, mais qui est quand même très important, il faut prendre la mesure de ce bassin versant, 23 900 km². Je vous ai mis une image du seul secteur des palus de Dordogne, donc la basse vallée, 120 km². C'est déjà plus que Paris intramuros, 105 km². Or, il se trouve que la plupart des exercices de prospective qui traitent du territoire et qui ont une visée projectuelle traitent d'espaces géographiques qui sont rarement plus importants que ça. C'est le cas du Grand Lyon, c'est le cas de Bordeaux, c'est le cas de Montpellier 2040, Reims 2020, etc. Et finalement, l'exercice de prospective qui aujourd'hui est le plus important en Europe occidentale en termes d'échelle, c'est ce qui a été fait sur la Durance par le tandem d'architectes urbanistes Bernardo Secchi et Paola Vigano. La vallée de la Durance. En réalité, une petite partie de la vallée de la Durance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur un exercice qui est quand même assez inédit pour le coup, en termes d'échelle à appréhender. Et puis, comme chacun sait, et ça va être un élément aussi récurrent qui va nous obliger à dialoguer à l'intérieur de l'équipe et puis évidemment avec les acteurs du territoire, c'est que le bassin versant n'est en réalité familier ni aux agents économiques ni aux acteurs sociaux. Absolument pas. Il suffit de sortir, là, on va avoir des touristes, on va avoir des habitants, on leur parle de bassin versant. Un, ils ne savent pas ce que c'est, et deux, grosso modo, ils s'en fichent. Voilà. Donc, et c'est cette échelle-là qui est privilégiée pour faire l'exercice. D'où l'importance d'ensuite d'être capable de passer par les ateliers de territoire et d'appréhender à une échelle fine, à l'échelle d'un site, des micro-projets qu'on va pouvoir agréger les uns des autres, qui vont se répondre et qui peuvent être des sites qui correspondent à des enjeux de nature agricole ou à d'autres enjeux, mais l'idée sera toujours d'associer au territoire et climat, quelle que soit l'échelle. Alors j'ai pris juste l'exemple des scots qui se superposent évidemment fort mal, qu'ils soient grenélisés ou pas au bassin versant, mais on pourrait prendre les échelles administratives ou que sais-je encore. Donc, évidemment, la question toujours prégnante de l'articulation entre politique des territoires et politique de l'eau est extrêmement importante. Alors, je vais revenir sur quelques faits saillants, mais je vais vraiment faire très vite. Je voudrais juste faire un rappel pour dire combien le relief et le réseau hydrographie dictent la localisation des hommes et des activités dans le bassin versant. C'est vraiment manifeste, et rappeler le lien fondamental, l'interdépendance entre les hommes et l'eau. J'ai pris le premier exemple, c'est celui de la voie d'eau, qui est à l'origine du développement du territoire. Alors un développement à la fois commercial, religieux et militaire. Le triptyque voie d'eau qui a par la suite été supplanté au XIXe siècle par le rail et puis au XXe siècle par la route. Mais l'eau a été un élément absolument stratégique pour le développement de ce territoire. On pourrait remonter à la pêche des premiers saumons. Ça me permet une transition vers la pêche. C'était le petit clin d'œil, évidemment, à Madame Rabic.
la pêche professionnelle qui a longtemps été, alors je parle au passé, hein, je suis navré, mais la pêche professionnelle qui a longtemps été une activité économique et sociale qui a symbolisé l'association eau et terroir. Et on sait combien, à travers le projet de PAT du Bergeracois, par exemple, il est question aujourd'hui de tisser une sorte de chaîne allant de l'assiette au terroir. Et en passant évidemment par la valorisation des poissons issus de la pêche professionnelle. Et puis, troisième exemple, on n'a pas prononcé le mot jusqu'à présent, mais il suffit là encore de sortir pour voir, pour mesurer l'importance du tourisme qui représente avec l'agriculture une part conséquente de la richesse à la fois à l'échelle départementale mais aussi régionale. Et ce tourisme est évidemment, le président Perrault l'a rappelé, tributaire de la qualité des eaux de baignade notamment. Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'on a pu analyser d'un point de vue historique, c'est finalement que l'organisation de l'espace géographique n'a pas fondamentalement évolué au cours des 200 dernières années. C'est-à-dire que si on avait cette machine à remonter le temps, eh bien, on verrait à peu près les mêmes villages aux mêmes endroits. Évidemment, un peu de périurbanisation, évidemment une zone commerciale par-ci, une zone d'activité par-là, récente, hein, je dirais des années 70 jusqu'à nos jours, donc un développement périurbain relativement récent, mais globalement, le point clé de ce travail, c'est bien d'observer que la charpente du territoire, ce sont les petites villes, les bourgs et les villes moyennes. Or c'est, j'ai envie de vous dire, ça tombe bien. Ça tombe bien puisque les pouvoirs publics ont décidé de mettre en œuvre un plan national pour favoriser, faciliter la revitalisation des petites villes. 200 petites villes sont concernées. C'est aujourd'hui... Grosso modo, aujourd'hui, les pouvoirs publics ont compris que la France des marges, il faut la traiter. Il n'y aura pas qu'un plan banlieue, il y aura aussi un plan pour les petites villes. Et ça paraît être, c'est un point extrêmement important. Donc, sur les 200 dernières années, malgré des bouleversements extrêmement importants, le schéma organisationnel du bassin versant n'a pas fondamentalement changé. Les grands axes clés restent les grands axes clés et les bourgs et les petites villes restent la charpente du territoire, malgré évidemment l'exode rural qui, suite à la révolution industrielle, a touché de plein fouet au XIXe siècle le territoire. Le président Perrault l'a rappelé tout à l'heure, le déclin démographique qui s'en est suivi et évidemment la question démographique est au centre de ce travail. J'avais prévu de présenter beaucoup de slides à ce sujet, mais je vais laisser tomber. En revanche, ce que je peux dire, c'est que oui, le solde naturel est négatif, le solde migratoire est positif pas partout. Oui, on attire plutôt des vieux que des jeunes. Oui, les jeunes ont du mal à trouver du boulot. Oui, il n'y a pas d'université et d'établissements publics d'enseignement supérieur, donc les jeunes quittent les villages. Oui, on ferme des maternités, des gendarmeries, des casernes, etc. Et donc, non, le territoire n'est plus attractif pour ceux qui veulent vivre et travailler ici. Et donc, on attire finalement... ce que je dis est un peu trivial, mais on attire ceux qu'on ne voudrait pas attirer. C'est-à-dire qu'on attire plutôt des ménages âgés, voire des résidents secondaires. Et donc c'est tout le problème de cette double... en fait, il y a une double démographie. Il y a la démographie espérée, rêvée, avec des jeunes couples qui viennent s'installer, qui bossent ici. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du travail ici. Mais on attire plutôt des personnes âgées et des touristes. Alors parmi les éléments pour revenir au bouleversement, la crise des années 70 et la fin du plein emploi, la tertiarisation de l'économie qui a touché notamment la disparition des entreprises, qui a touché notamment les manufactures des tabacs, etc., que vous connaissez tous. Alors si on devait schématiser les choses, finalement, oui, la première intervention de ce matin a clairement posé les choses. On a un bassin versant qui est finalement, comme son climat, partagé entre deux grandes influences. Une première influence qui relève de la métropolisation bordelaise.
qui joue sur l'évolution des prix du foncier. C'est pour ça que quand on traite de la vigne, on doit aussi traiter de l'évolution du prix du foncier, du fait qu'on ait des terrains viticoles qui peuvent partir en terrain à construire. C'est le cas en ce moment. Une métropolisation bordelaise qui semble ne plus tenir compte du tout du réseau hydrographique qui est à l'origine de l'organisation spatiale du bassin versant et qui va influencer pratiquement jusqu'à la moitié du bassin en direction de l'Est. Et puis l'autre moitié, c'est la moitié, je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle, on m'a dit qu'il ne fallait pas prononcer le mot, on est en plein cœur de la diagonale du vide. Celle qui part de la Champagne pouilleuse et qui va jusqu'au pied des Pyrénées. On est au cœur de la diagonale du vide. Et donc, cette diagonale du vide, c'est un espace qui, aujourd'hui, peine à être attractif. Et c'est ce que le géographe Christophe Guilluy a appelé pour beaucoup les territoires périphériques qui, en réalité, aujourd'hui, vont bien au-delà de la diagonale du vide. Donc, on est partagé entre une grande ville qui n'est pas dans le bassin versant, mais qui l'influence considérablement, et puis un espace très majoritairement rural, avec une démographie en déclin. Mais ce qui est assez surprenant, quand on regarde les choses dans le détail, c'est que finalement, même les portions de cet espace géographique qui sont compris à l'intérieur de la diagonale du vide, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si ça va mieux, mais ça va pas si mal. Regardons le taux de chômage. Le taux de chômage, il est globalement légèrement inférieur au dernier trimestre 2017, il est inférieur à la moyenne nationale. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas beaucoup d'actifs. Eh ouais, il n'y a pas beaucoup d'actifs. Il n'en reste pas moins que le taux de chômage est relativement faible. On est à 8 points, 8,5, etc. C'est pas mal du tout. Ensuite, on a regardé l'industrie. Et en fait, oui, il y a du rural naturel, il y a du rural agricole, mais il y a du rural industriel. Alors, c'est pas le tissu industriel, agroalimentaire de la Bretagne, hein, on n'est pas là-dessus. Mais il y a de l'industrie. Il y a de l'industrie ancrée dans son territoire. Alors, je ne sais pas si tous les fruits qui vont dans l'usine de confiture sont locaux, hein, j'en doute. Il n'en reste pas moins qu'il y a des industries qui sont liées au bois, qui sont liées au papier, qui sont liées au carton, qui sont liées à la petite métallurgie, etc. et qui sont bien ancrées dans le territoire. Et puis il y a quelques boîtes qui tournent très très bien, vraiment très très bien, et qui utilisent de très hautes technologies, etc. Donc, et ça, c'est pas l'image que renvoie le bassin versant quand on l'appréhende avec un œil neuf. On a plutôt l'impression qu'on est typique de la diagonale du vide et grosso modo, à part des Anglais, des Hollandais au mois de juillet et au d'août, il y a à peu près personne d'autre. Non, il y a un taux de chômage qui est faible, il y a de l'industrie, il y a des temps de parcours qui sont très très longs. On a sillonné le bassin, Jean-Christophe. Oh. Les temps de parcours sont très longs. Et c'est bien en temps de parcours aujourd'hui que les liens d'une ville à l'autre se calculent. Il n'en reste pas moins que, si on regarde un peu en arrière, il y a eu un processus de désenclavement en termes d'aménagement du territoire qui a été extrêmement important. On circule aujourd'hui beaucoup plus vite qu'hier. Donc finalement, ce territoire n'est pas dénué d'atouts. Mais tout ça pour arriver sur une sorte de paradoxe qui nous a tous intéressés, questionnés. Les espaces vides ou peu densément urbanisés sont les plus protégés. Et finalement, ce qui est vendeur aujourd'hui, c'est du grand paysage. C'est la vallée de la Dordogne et ses affluents. C'est ça qui attire. Et donc la question, c'est finalement de savoir comment on peut à la fois protéger le capital naturel en modifiant la trajectoire des exploitations agricoles, en améliorant les pratiques des industriels, en négociant davantage encore avec Électricité de France ou les gestionnaires de barrages, au sens le plus large du terme, tout en faisant en sorte de conserver ce patrimoine naturel qui, à l'échelle de l'Europe occidentale, est absolument exceptionnel. Je voyage beaucoup en Europe, vraiment beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont aussi magiques que la réserve de biosphère de la Dordogne.